Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Eh bien, puisque vous êtes là, on peut commencer avec cette semaine Yves Simon, le romancier, auteur de chansons, qui aime flirter avec le cinéma. J'ai eu l'impression que le cinéma, que la caméra me décapait. La cinéphilie dans Story Classique se décline aussi sous forme de BD grâce à Alcarava. Et puisqu'on célèbre le centenaire de la naissance de Jean-Pierre Melville, on rencontre Éric de Marsan, le seul compositeur à avoir travaillé à 3 reprises avec le réalisateur du Cercle Rouge. Avec ça, je suis bien avancé. Auteur prolifique de chansons, mais aussi de romans, Yves Simon a pour le cinéma une affection qu'il diffuse dans son œuvre. En 50 ans d'écriture, il a notamment composé la musique des films de Diane Curis et le célèbre Diabolomante du film éponyme en 1977. Yves Simon et le cinéma, c'est une aventure amoureuse, riche de souvenirs et de rencontres. Quel rôle le cinéma a joué dans votre vie ? Le cinéma, je le rencontre très très tôt, quand j'ai 12 ans. Et par exemple, je fais mon premier voyage à Paris et je vais au studio de cinéma de Boulogne pour voir comment c'est les studios de cinéma et je me fais passer pour le frère d'Alain Delon. Ça marche. Et ça marche alors que j'ai 13 ans. Ça marche, je le rencontre. Alain Delon ? Oui. À cette époque-là, il tourne au moment où vous y êtes. Il a 23 ans, il est en train de tourner Le chemin des écoliers. Je lui ai raconté 20 ans plus tard cette histoire. Il en a ri ? Oui, évidemment. Oui. Et alors, en 1974, un de vos amis, Bertrand Van Hefter, tourne Erika Minor. C'est un de vos amis avec qui vous passez le concours de la Fémis, il me semble. Il vous fait jouer l'acteur aux côtés de Juliette Berthaud. Alors, il faut qu'on se remette dans le contexte. Juliette Berthaud, à l'époque, c'est vraiment l'icône de la nouvelle vague. Exactement. Elle a tourné avec Jean-Luc Godard, La Chinoise, beaucoup de films. Comment vous vous sentez sur le plateau ? Vous vous sentez à votre place ? Tout à fait. Je me sens très bien à ma place. Le réalisateur nous fait nous rencontrer, Juliette et moi, dans un café du quartier latin. On s'entend bien, je suis intimidé par elle. C'était une expérience formidable. J'ai eu l'impression que le cinéma, que la caméra me décapait, comme si j'avais enfermé les mots, des images, des choses extraordinaires. Et c'est comme ça que j'écris Au pays des merveilles de Juliette en un quart d'heure, comme si on m'avait enlevé une mauvaise peau, une mauvaise enveloppe, pour garder la bonne qui était en dessous tapis et qui attendait que ça pour pouvoir écrire, s'exprimer. Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise, mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez alpagué. Le seul film, en fait, que je regrette de ne pas avoir tourné comme acteur, les autres, je m'en fous totalement, c'était Mouloudji qui devait tourner son premier film, et c'était sur le monde des forains. Le père avait 2 fils, et le père, c'était Yves Montand, et il avait 2 fils, c'était Jacques Dutronc et moi. Oh, quel casting ! Quel casting, hein. Ah ouais. Oui. Et pourquoi ça ne s'est pas fait ? Je ne sais plus les raisons, mais ce film ne s'est pas fait. Et je le regrette vraiment. C'est le seul que je regrette, oui. Il y a une ville, Paris, qui est très présente dans les textes de vos chansons. Alors on va jouer un petit jeu, si vous voulez bien. Vous allez me dire quel film dit le mieux Paris. On pourrait choisir Hôtel du Nord de Marcel Carné, choisir un des films de Louis Malle, soit Zazie dans le métro, soit Le Feu follet. Ou on pourrait finir par Subway de Luc Besson. Lequel de ces films dit le mieux Paris ? Je pense à Hôtel du Nord, par exemple. Alors là, pour le coup, j'ai utilisé les décors de ce coin de Paris dans un roman qui s'appelle La dérive des sentiments. Et donc, j'ai utilisé le 19e arrondissement comme décor à partir de ce film. Quand Louis Malle a fait Le Feu follet, il devait avoir 10 ans de plus que moi. Donc, je l'ai vu très jeune, vers 13-14 ans. Et il a représenté mes 14 ans. Si vous aviez été une star de cinéma, vous auriez été qui ? Je ne veux pas vous dire quelqu'un qui est mort jeune,
parce que... Vous pensez à James Dean à Je ce pense à moment-là. James Dean, oui, mais évidemment, parce qu'il a été de ma génération, lui, profondément, et donc il est mort, et j'étais assez amoureux de cet acteur. Je dirais Brialy, Delon, tous les acteurs de la Nouvelle Vague, ou alors, comme je n'ai pas la corpulence, une carrière à la Ventura, par exemple. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'un jour, quand j'avais 20 ans, que je préparais toujours l'IDEC, et on n'avait pas d'argent, donc on faisait des photos pour faire de la figuration dans le cinéma. Un jour, je reçois un coup de fil, Monsieur Jean-Pierre Melville aimerait vous rencontrer. Je dis, mais c'est pas possible, c'est une farce de mes copains. Et il me donne rendez-vous dans un restaurant à côté de la Tour Eiffel. Donc je m'y rends en étant très méfiant, en regardant autour de moi s'il y avait des copains que je connaisse. Bien sûr. Et effectivement, Melville m'attendait pour le deuxième souffle. Et il est avec Lino Ventura, qui sera le héros du film. Quand Melville me voit, il me dit... Ça n'ira pas, vous êtes trop jeune. C'était pour quel rôle? C'est pour celui qui était toujours avec Lino Ventura, c'était l'homme de main. D'accord. Voilà. C'est ça qui est bien avec vous, Yves Simon, c'est qu'on pourrait parler du cinéma pendant des heures. Alors cette dernière question, forcément, Yves Simon, c'est qu'est-ce que le cinéma a changé en vous? Je crois qu'il m'a fait grandir, c'est ça le mot. Je m'appelle El Carava, j'ai 29 ans. Je dessine depuis plus ou moins 10 ans par là. En observant les gens, en regardant ce qui se passe, on a des bribes d'idées, du coup on les note dans un petit carnet, une petite phrase, quelque chose. Et à partir de là, on a envie d'en faire une histoire. L'une de ces histoires se nomme Cinéphilou, bande dessinée sur le 7e art, où se côtoient des icônes comme Catherine Deneuve, Ken Loach, la créature d'Alien et même Marilyn Monroe. Un regard drôle et tendre sur le cinéma d'hier et parfois d'aujourd'hui. Cinéphilou est une BD sur ce que j'appelle un rat de cinéma. C'est en gros un cinéphile, un mec qui passe sa vie au cinéma, qui est tous les jours. Presque on se demanderait s'il n'y habite pas. Peut-être que je suis un peu maniaque ou quoi que ce soit, et du coup j'aimais raconter ça à travers mes BD. Il y a toujours une part d'autobiographie. Une fois j'ai eu un rendez-vous avec une amie et elle voulait s'asseoir au fond de la salle. Moi bien sûr, pas question, à la limite 3e rang, 4e rang maximum. Mais du coup je lui ai dit ben écoute à tout à l'heure, et je vais m'asseoir devant, elle s'asseoir derrière, et tant pis c'est pas grave. Je pense qu'il faut pas faire de sacrifice lorsque on va au cinéma. Une vision personnelle du cinéma et des anecdotes en pagaille parsèment cette première bande dessinée d'El Carava. Son héros y peste contre Netflix et les blockbusters qui se ressemblent tous. Sans nostalgie, mais avec tout de même une pointe de mélancolie. Cinéphilou est un peu un vestige des cinémas. Le monde évolue autour de lui, la caissière se remplace par une machine, etc. Alors que lui reste le même, du début à la fin. En fait, c'est un peu une sorte d'allégorie du cinéma. Lui, il existera toujours, quoi qu'il arrive. Musicien de formation, Éric de Marsan travaille dans les années 60 comme orchestrateur d'un grand nom de la musique de film, François de Roubaix. Celui-ci est alors occupé en 1967 à composer la bande originale du 10e long métrage de Jean-Pierre Melville, Le Samouraï. Satisfait du travail de Marsan, Melville lui demande de signer la musique de son projet suivant, L'Armée des Ombres. On sait que la mécanique du tournage n'intéressait pas Melville, seul le montage le captive. Mais quel était son rapport à la musique et à sa place dans ses films ? À chaque fois que j'allais le voir chez lui, rue Génère, le samedi, on écoutait des disques de jazz. Il me faisait écouter
des enregistrements rares. Melville était justement un amoureux de la musique et de la chanson française. En 69, il vous confie la musique de l'Armée des Ombres. À quel moment il vous appelle? Il vous appelle en disant « J'ai un sujet, j'ai écrit un film ». Il m'a appelé, le tournage était fini et le montage en cours. J'ai pas lu de scénario, j'ai pas vu d'image et il m'a demandé d'écrire un thème. L'Armée des Ombres, c'est un film qui lui tient à cœur parce que ça parle de son histoire de résistant. Est-ce qu'il vous l'inscrit dans son histoire personnelle? Est-ce qu'il vous raconte des choses autour de l'Armée des Ombres ou est-ce que vous êtes documenté sur son passé de résistant? Je m'en suis tenu aux seules indications qu'il m'a données, qui étaient vraiment succinctes. C'est un film d'homme, c'est un film sur la guerre, mais il n'y a pas de soldats, pratiquement. Un film sur la résistance, mais vous n'en verrez pas beaucoup. C'est vraiment des hommes qui se battent pour un idéal. Voilà. Donc, je voudrais un thème qui raconte ça de façon épurée, minimaliste, sans fioriture et avec force. Voilà. C'est à peu près ça qu'il m'a dit, c'est tout. Un an après, votre travail a dû le toucher parce qu'il vous rappelle pour composer le Cercle Rouge. Est-ce qu'il a une demande précise ou pas? Est-ce qu'il faut parler de la musique du Cercle Rouge qui a été composée avant moi par quelqu'un d'autre? Ben oui, il faut qu'on lève 2-3 pistes, en tous les cas qu'on révèle 2-3 secrets, Éric de Marsan. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui travaille avant vous sur le Cercle Rouge? Un mois et demi environ, avant vraiment la fin, avant le mixage. Et il m'a appelé un matin en me demandant de venir au studio. Et là, il m'a pas dit qui n'avait pas convenu. Mais il m'a dit, bon voilà, j'ai fait faire la musique à quelqu'un, ça ne va pas du tout, alors est-ce que vous pouvez la faire? Alors évidemment que, quitte à passer des nuits et des jours, j'ai dit oui tout de suite, évidemment. Et voilà. Et vous êtes passé après qui alors, Éric de Marsan? Alors, faut-il le dire? On peut le dire. Tout le monde le sait de toute façon. Mais en tous les cas, c'est bien de l'entendre de votre bouche. Ah ben, après Michel Legrand. Voilà. Vous reprenez le travail depuis le début ou il y a des choses qui intéressent Jean-Pierre Melville dans la proposition de Michel Legrand? Ce que j'ai été obligé de conserver, c'est pas de la musique. C'est les ballets qui avaient été tournés sur la musique de Michel Legrand. Donc, il fallait que j'écrive une musique sur le ballet. Quand les danseuses lèvent un bras, il fallait qu'il y ait un accent musical. Quand elles lèvent une jambe, pareil. Il m'a fait voir 4 ou 5 fois un film dont il était complètement amoureux et qui s'appelait Le coup de l'escalier. De Robert Wise. Et il me l'a montré parce que l'univers musical de ce film, c'était exactement ce qu'il voulait pour le sien. C'est-à-dire qu'il voulait une musique fondée sur un quartet comme celui du Modern Jazz Quartet. Dès le générique début, Melville nous donne à travers une citation la justification du titre de son film. Votre travail a-t-il été orienté par ce préambule en écrivant un thème qui pourrait être celui de l'enfermement, en écho au cercle, un thème que l'on retrouve sur chaque personnage, le rendant prisonnier de cette situation? C'est la première chose que je lui ai proposée et c'est la première chose qu'il a adoptée tout de suite. Parce que pour lui, ce piano qui tourne un peu comme une boucle sans fin, qui reste une mélodie, mais si en plus, comme je l'ai fait, j'ai rajouté un vibraphone, une batterie, une basse, c'était exactement l'univers qu'il avait entendu dans sa tête. Vous nous avez réservé des surprises, Éric. Voilà. Ça, c'est chouette. Ça, c'est le plan de travail que j'avais fait. Alors, comment on peut le lire, ce plan de travail? Alors, racontez-nous. Numéro des musiques, description de la scène, minutage. Et puis là, ça, c'était pour les séances d'enregistrement. C'était les jours avec les orchestres, parce qu'il y a eu plusieurs orchestres différents. Et là, c'est toute la description de chaque séquence. On regardait le film ensemble, et puis on s'arrêtait à un endroit. Là, ça serait bien de mettre de la musique. Oui, vous avez raison. Bon. Alors, je prenais le minutage de 0 à 1,40, par exemple. Et puis, voilà, je l'écrivais.
Quel est le minutage précis de la musique sur le Cercle Rouge? Vous vous en souvenez ou pas? Non, je pense que c'est entre 23 et 27 minutes, un truc comme ça. Quand on a pris les minutages, on a vraiment pris tous les endroits où nous pensions, lui et moi, qu'il fallait de la musique. Mais par exemple, on a pris les minutages pendant le casse. C'est une musique très jazz et même un peu tonitruante. C'est une espèce de rapt des bijoux. C'était assez violent. À l'enregistrement, il a trouvé ça vachement bien. Et puis après, il a essayé au montage et puis il l'a retiré. Et en fin de compte, il a dit bah, c'est plus fort si on retire la musique. Ce en quoi je pense qu'il avait complètement raison. Donc il y a une bonne ambiance à ce que je vois. Bah heureusement, hein, tu veux pas avec le boulot qu'on fait, hein, Pour la bonne ambiance, la semaine prochaine, nous aurons rendez-vous avec Valérie Mérès, une actrice de comédie d'accord, mais qui a aussi tourné avec Tarkovsky. Eh oui. It's nice out here. Let's not go out for dinner. Et puis nous nous attarderons sur la collaboration entre Alfred Hitchcock et le producteur David O. Selznick, quand le réalisateur des Enchaînés arrive à Hollywood. Bye.